tout ce qui a été maquis, que ce soit en Dordogne ou ailleurs, attaqué soit par des gendarmes, soit par des GMR, soit par la milice, soit par les Allemands, à l'origine, c'est toujours une dénonciation. Donc, ils ne viennent pas attaquer Pierre, Paul ou Jules, ils ne connaissent pas, ils viennent attaquer un maquis. Et qui plus est, un maquis d'étrangers. C'est tout. C'est après, c'est les gendarmes, hein, les brigades de gendarmerie locales, qui, elles, connaissent les identités, qui leur ont fourni, une fois qu'ils ont pris connaissance de la bagarre, qu'ils ont vu les cadavres, hein, ils ont reconnu, c'est tout, ils avaient des photos et tout. Et nous, par la suite, on a appris comment s'appelaient nos camarades. Nous, on ne les connaissait que par leur nom de guerre. Oui. Voilà l'histoire des identités, des simples. Tout ça, c'était des républicains espagnols qui avaient été placés, une fois qu'on nous avait libérés des camps qu'on leur avait gracieusement offerts quand ils ont passé les Pyrénées, on les a répartis dans tout le sud-ouest, mais sous le contrôle de toutes les brigades de gendarmerie locales qui avaient leurs fichiers complets. Voilà, c'est simple. Aujourd'hui, en ce qui concerne les principaux de mon groupe, oui. Ils étaient très connus. Hein. Ah, oui. Mais j'ai vu aux archives d'autres Espagnols, avec un parcours différent, où les noms étaient complètement esquintés, où au fur et à mesure, pour que ça passe d'une brigade à l'autre, il y a des erreurs, bien sûr. Lui, il se demande ce qu'est devenu ce grand-oncle depuis son départ, depuis son entrée dans la colonne, pas d'Urruti, mais Perea, à Madrid en 1936, jusqu'à sa mort de 1936 à 1944. Donc, qu'est-ce qu'on peut imaginer qu'il a fait, ce gars? Parce qu'ils ne savent pas, ils ne savent pas du tout ce qu'il a fait. Comment il est arrivé là? Est-ce que vous savez quel a été le parcours de autres combattants, là? C'est le parcours de la majorité des Espagnols. Ils étaient presque 500 000, 480 000, je crois, qui ont passé les Pyrénées et qu'on a mis dans les camps. Oui. Il en est mort 10 000 dans les camps français, avant la déclaration de la guerre. Hein. Et puis après, bon, ben, la guerre est arrivée, il fallait faire quelque chose, il fallait faire de la place. On les a dans les camps des travailleurs étrangers. Dans des camps de travailleurs étrangers. Et il y en a qui ont été chez des paysans, il y en a qui, la majorité ont travaillé dans des mines. En ce qui concerne l'endroit de Vérines, oui. Il y avait une mine de tourbe. Alors pendant la guerre, tout ce qui pouvait servir de combustible était utilisé, et donc on travaillait dans les mines, des tourbes en particulier. Et puis beaucoup ont été isolés comme ça au milieu des bois, ils faisaient du charbon de bois. Le charbon de bois, ça servait pour faire marcher les voitures parce qu'il n'y avait pas d'essence et on avait le gazogène, les anciens comprendront. Voilà. Et tous. Mais ils étaient fichés. Le premier maquis espagnol où j'étais était sous le couvert d'un Espagnol qui faisait du charbon de bois. Et nous, on était à 500 mètres de chez lui, planqués, ce qui fait que quand les gendarmes venaient, ils faisaient semblant de ne pas voir, ils venaient le contrôler, ils ne s'occupaient pas de la basse-cour. C'était comme ça. Est-ce qu'on peut imaginer que Angel était dans les mines de Vérines, là par exemple, ou... C'est possible. C'est possible. On sait que... Je sais en tous les cas que Flores y était, notre... Habéis entendido lo que ha dicho. Dice que es posible que Ángel haya trabajado en las minas de Verín, porque el jefe, ¿cómo c'est, le chef, vous l'appelez votre... Flores avait travaillé dans les mines de Verín aussi. Oui, oui. Donc il dit que c'est... de Merle, exactement. Merle. Merle, c'est tout près de Verín. Tout près de Verín. Dice que es posible. Que es posible que haya trabajado también allí. Se fueran juntos. Sí. Est-ce qu'ils ont pu passer dans le maquis ensemble, les deux, Flores et... Je ne sais pas. Oui, je ne sais pas, moi. Quand nous, on les a rejoints, ce groupe... Ils étaient déjà formés, sí. Cuando ellos llegaron, estaba el grupo hecho ya. Así que no sabe desde cuándo. On avait été incorporés à un maquis MOI, hein, c'est la main-d'œuvre immigrée, avec
majorité de républicains espagnols, mais à un autre endroit, du côté le Got, pour ceux qui connaissent un peu la Dordogne, au-dessus il y a des bois très épais, là, avant d'arriver à Villefranche du Périgord, par là. Et là, il y avait le poste de commandement. Quoi. Et on était les premiers Français qui débarquaient là. Il y avait, je veux dire, 90% d'Espagnols, et puis il y avait par-ci par-là un Portugais, un Roumain, un Tchèque, un Yougoslave. Et nous, on avait été débarqués là parce que bon, c'est toute une histoire. On ne s'était pas plu dans des maquis de l'armée secrète, et grâce au commandant Vernois, que vous connaissez tous, qui avait compris qu'on ne voulait pas rester là, on a été mutés donc dans un maquis de la main-d'œuvre immigrée. Sans doute a-t-il pensé que, étant donné notre origine étrangère un peu, moi je suis d'origine roumaine, Lichtenberg est d'origine polonaise, c'était notre place. Voilà, parce que nous, à l'époque, on n'avait aucune idée de ce que pouvait signifier Emogui et tout. Même aujourd'hui, la plupart des gens... Voilà. Dice que él, cuando entraba en el maquis, lo habían destinado cerca de Villefranche y Périgord, en el sur del departamento, ¿eh? No allí, no al lado de Vérin, no. Más allá, que había una agrupación de MOI, de mano de obra extranjera, mano de obra inmigrante, y él lo han destacado allí, y allí pues se encontraba con una mayoría de españoles. Y allí estaba el jefe, que no sé cómo se llama. Habían tres, su amigo Lichtenberg, él, et Friedman. Un des enfants de la famille Friedman qui a été massacré au Pile. Oui. C'était l'aîné. El otro compañero Friedman, toda su familia fue matada cerca de aquí, en Le Pile. On était dans ce maquis du côté du Got, au lieu dit la trappe, ça tout est marqué là. Pour ouvrir la case. Ça sort. Dice, todo está marcado en mi cabeza cuando empiezo. L'hiver 43-44 a été un des plus rudes qu'on ait connu. Hacía mucho frío en el invierno 43-44. Había nevado. Durante varias semanas había nieve. Ce camp qui était là, donc, ese campamento, d'un Espagnol qui faisait donc du charbon de bois, on ne le voyait pas. Ils avaient fait des trous dans la terre, des trous de... habían hecho agujeros en el suelo. Ils avaient mis des branches par-dessus, une toile, et il avait neigé. Et de loin, on ne voyait rien du tout. No se veía nada, se veía nieve. Et quand vous approchiez, vous voyez que c'était comme un igloo. Il fallait se mettre à quatre pattes et on rentrait dedans comme ça. Voilà. Ils en avaient comme ça 4-5 répartis dans ce bois. Porque, a propos de votre campement, attendez, je traduis. El jefe del campamento en realidad era carbonero, hacían carbón con carbón de madera, ¿no? Porque con el carbón de madera servía para hacer funcionar los coches, el gasógeno de los coches, como combustible. Y trabajaban con él, pero él, en cuanto venía alguien, los escondía. Los obreros, ellos, los escondía. Pero él estaba declarado como empresa, vamos, de carbonero, el jefe. Et là, c'est ce que je raconte, c'est comment on est parti de là, en fait, pour arriver à l'autre groupe qui était attaqué. Et on était donc là depuis une dizaine de jours. Hacía unos días que estaban en este campamento de Castelló. Avec des actions toutes les nuits. Todas las noches tenían acciones terroristas. Je dis ça parce qu'on sortait de la maquis où on n'avait rien foutu. Rien pendant des semaines. Y en el maquis anterior no hacían nada, pero aquí todas las noches había trabajo. Ça nous a changé. Et un jour débarque une traction avant. Oui. Pour ceux qui n'ont pas connu cette période. Llega una Citroën 11 de tracción delantera muy conocida en todas las películas de resistencia se ve. Arrive une voiture avec 3 Espagnols dedans. 3 españoles en este coche. C'était Flores du groupe motorisé. On nous explique c'est un tel. Bon, parce que del grupo motorizado. Se llamaban, estos españoles eran del grupo motorizado. J'ai entendu dire qu'il y avait 3 Français qui avaient débarqué
donc à l'état-major de la MOI. Et en fait, il voulait avoir le lot de Français. Ah, es el que ha venido a buscarles ayer. Quería 3 franceses con su grupo. J'explique ça parce que c'est une notion assez importante. C'est une époque, évidemment vous ne la connaissez pas, mais il y avait une propagande à la radio. Había una propaganda en la radio, claro, contra los terroristas. Des crypto-communistes, des bolcheviques, à la Los bolcheviques y todo eso. tous les injures et tout. Et donc on était des bandits. Eran bandidos para la prensa, para... On était déjà devant la loi, ça suffisait. Et les Espagnols, qui étaient très, très, très rigides concernant la discipline. Los españoles eran muy rígidos con la disciplina militar. Ne voulaient combattre cette propagande. Querían combatir esta propaganda. Quelques Français pour s'interposer entre le public, entre les... Y les hacía falta gente francesa para poder explicar a la gente lo que hacían. Se iban de misión y no sabían dónde iba, ellos no sabían. Pero al último momento lo mandaban a él, a los franceses, para que la población vean que son franceses, que no son españoles. Pero ellos estaban teleguiados por los españoles, con la idea que vean que hay franceses también que son en contra de los alemanes, o de los vichistas, vamos, en contra de Pétain, del régimen de Pétain. qu'on voyait pour la première fois, et une moto. También tenía una moto, tenían... Comme ça, venaient chercher leur lot de Français. Voilà. Flores, dès le départ, a jeté son dévolu sur moi. Y Flores enseguida ha simpatizado con él, ha dicho, voilà. Yo este lo quiero. Et alors, il s'en va discuter avec, je dis le nom du patron de l'époque, c'était Juan Jiménez. Juan Jiménez era el carbonero. Ha ido a discutir con el Juan. Français. Grande discussion, on a dit qu'il traitait une affaire pour acheter la paire de vaches. Dice, como si fueran discutiendo el precio, que cuánto le das, cuánto te doy, eso, por él. Et alors, parecía que estaban discutiendo el precio, ¿no? Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Regateando. Il vient me voir, il me dit, tu prends tes affaires et tu vas avec Louis. Tú coge tus cosas y vete con él, le ha dicho Juan. Comme ça, mais là, quand même, je dis, mais où ça? ¿Dónde vamos? Tu vas avec lui. ¿Ves con él? ¿Dónde? Dice, pero tú ves con él, ya está. Él ha dicho que no quería. Ou lui, là, il vient avec moi, ou je ne vais pas du tout, c'était Phil, donc c'est un camarade d'enfance. Ah, si, él quería que Phil vaya con él, que su amigo Phil. On a enterré son fils aujourd'hui. Oui. Y su hijo de Phil ha muerto. Pas question de se séparer. Alors les voilà repartis tous les deux, rediscussion. Ah, entonces han discutido otra vez porque querían dos. Él no quería separarse de su amigo. Mais il n'a pas lâché le troisième, qui était Friedman, qui était un garçon un petit peu plus âgé que nous. El tercero, Friedman, no lo ha querido dejar. Là, il ne le lâchait pas, celui-là. Este no ha querido dejarlo. On est parti donc dans la traction. Y esos se han subido en la tracción, en el coche, en el Citroën, y se han ido con el grupo motorizado. Pour ce groupe motorisé était situé à quelques dizaines de kilomètres plus haut, et où doit se produire l'événement qui nous concerne, donc